Nous sommes en 1914, la Première Guerre mondiale commence et avec elle, des horreurs que l'humanité n'avait encore jamais atteintes. La guerre des tranchées s'installe, une guerre de position, une guerre où les soldats vivent dans des conditions inhumaines, une guerre où les obus, le sang et la mort sont les seuls compagnons. Ces longues lignes de défense creusées dans le sol sont leur quotidien, de la boue, de l'humidité, des rats, des poux. Chaque jour est une lutte pour la survie et pouvait être le dernier. Les soldats vivent dans un environnement inhospitalier, où la peur des attaques ennemies est omniprésente, mais où la crainte de la maladie et de l'épuisement mental est tout aussi terrifiant. Les conditions sont extrêmes. Les soldats dorment par vagues, entre deux alertes, sur des planches de bois trempées. L'eau s'infiltre dans leurs uniformes, la fatigue les ronge, et les explosions tout autour rappellent qu'à chaque instant, la mort peut frapper. Mais là où est la mort, l'espoir renaît. Et malgré tout, au milieu de cet endroit pire que l'enfer, des instants de répit existent. Des lettres envoyées à leurs proches, des rires entre camarades, des amitiés forgées, mais aussi des souvenirs qui marqueront à jamais l'âme de ces soldats. Mais la guerre, elle, ne s'arrête pas. Elle est présente à chaque seconde, chaque minute est une épreuve. Plongés dans l'horreur la plus absolue, les soldats de la Première Guerre mondiale écrivirent l'une des pages les plus sombres de notre histoire. Dans cette vidéo, parcourons ensemble les tranchées de la Grande Guerre, où le courage et l'humanité se mêlent à la souffrance, en découvrant ce que c'était d'être un soldat des tranchées de la Première Guerre mondiale. Mais d'abord, question qui peut sembler assez bête, mais qui mérite de se poser, c'est quoi réellement une tranchée? Parce que la tranchée en 1914, c'est déjà quelque chose de connu. On trouve des traces de tranchées lors de sièges de ville au Moyen-Âge, ou bien utilisées par les Britanniques en 1901 durant la Seconde Guerre des Boers, tout comme les Russes et les Japonais en 1905. En général, simple tas de pierres servant d'abri ou chemin grossier creusé dans le sol, bardé de barbelés et de mitrailleuses, elle est censée être une solution temporaire. Une solution très loin de l'obsession des généraux de 14-18 pour la seule vraie guerre, la guerre de mouvement. Du coup, lorsque les pertes s'accumulent, 500 000 morts en à peine 4 mois, c'est colossal, et que les grandes offensives de 1914-1915 échouent, le visage de la guerre change et les soldats doivent alors s'abriter pour attendre les ordres. C'est un tout nouveau type de tranchée qui voit alors le jour. C'est dans ces séries de chemins boueux, interconnectés les uns aux autres, creusés à même le sol sur environ 7 mètres de profondeur pour 6 mètres de largeur, que devient le quotidien des soldats. Mais si ces tranchées offraient à ces hommes un abri et une protection relative contre les tirs ennemis, elles étaient en réalité de véritables prisons à ciel ouvert. Vivre dans une tranchée, c'est vivre dans un milieu inhospitalier. La pluie transforme le sol en bourbier, l'hiver gèle l'eau stagnante, l'été, la chaleur étouffante leur rend l'air inespirable, l'odeur de la mort, des excréments et de la poudre sature l'atmosphère. Les soldats dorment peu, souvent assis ou recroquevillés à cause du manque d'espace et de l'humidité. Le bruit incessant des obus des tirs rend chaque moment de repos difficile. Lorsque vous entendez parler des tranchées de la Première Guerre mondiale, vous imaginez peut-être un tas de passages creusés grossièrement. Mais ces longs couloirs avaient en réalité une conception unique au monde. Les ingénieurs des forces armées ont imaginé un véritable labyrinthe de galeries, conçu dans l'unique but d'empêcher les ennemis d'avancer d'un seul pas au-delà du No Man's Land, tout en préservant ses propres soldats. Les tranchées étaient creusées en zigzag et en courbe, créant des coins et des couloirs qui permettaient aux soldats de meilleurs points d'observation et de meilleures cachettes. Les abris étaient renforcés de bois, de sacs de sable et de tôle, des barbelés et des chausses-trappes étaient disposés pour piéger et ralentir les attaquants. Mais ces motifs en zigzag avaient également une autre utilité, empêcher les ennemis lors d'assaut de sauter dans la tranchée et d'éliminer d'un seul coup tous les défenseurs qu'ils voyaient. Chaque tranchée avait un but différent. Il y avait bien sûr la tranchée de première ligne, véritable abattoir pour humains. Puis on trouvait les tranchées de communication, les boyaux, pour les ordres et le ravitaillement, véritable colonne vertébrale de ce vaste ensemble. Ensuite on trouvait à l'arrière des tranchées de repos et de soins, quand d'autres servaient au stockage du matériel et de munitions. C'est cette diversité dans l'organisation des tranchées qui fit de celle-ci un élément indissociable de la Grande Guerre, au même titre que les tanks, les avions ou encore les mitrailleuses. On vit dans une société qui est quand même assez bizarre. De nos jours, des gens payent de petites fortunes pour se faire enduire de boue biologique dans des spas de luxe, dans l'espoir d'avoir la peau la plus saine possible. Mais durant la Première Guerre mondiale, dans le cauchemar des tranchées, un mal silencieux fit des ravages dans le rang des soldats. Mais vous allez me dire, quel est le rapport entre la boue des spas de luxe et une maladie de 1914 ? Eh bah, c'est justement la boue.
Imaginez-vous vivre des mois entiers sous la pluie, dans la boue, sans véritable abri contre le froid ou la chaleur. L'eau stagne au fond des tranchées, provoquant des maladies comme l'horrible pied de tranchée, une affection grave due à l'humidité constante. Les pieds gonflent, la peau se craquelle, les plaies sont béantes, on peut même y trouver des cloques. Des plaies ouvertes et l'humidité, c'est le kiff des mycoses et d'autres infections. Et finalement, ça s'infecte, ça se gangrène, et là, vous pouvez perdre vos orteils ou pire, vos pieds. La maladie fit de tels ravages qu'environ 75 000 soldats britanniques perdirent l'usage de leurs membres. Pour lutter contre ce phénomène, les armées n'avaient pas beaucoup d'options. Mettre en place de vastes campagnes d'inspection des pieds. Les hommes étaient placés par deux et chaque partenaire était responsable des pieds de l'autre. Mais en réalité, la seule chose à faire pour lutter efficacement contre le pied de tranchée est de protéger les pieds de l'humidité en imperméabilisant les chaussures et en changeant régulièrement de chaussettes. Plus facile à dire qu'à faire en temps de guerre. Pour imperméabiliser les chaussures, les soldats eurent une brillante idée, utiliser de la graisse de baleine. Mais en fait, c'est pire. Pris au piège sous une couche supplémentaire de graisse, le pied étouffe, il gonfle, et la maladie empire. C'est ballot. Parce que le pied de tranchée n'est pas lié directement au froid ou aux gelures, comme on peut l'imaginer. Le pied de tranchée apparaît même s'il fait 16 degrés. Le véritable ennemi, c'est lui, le degré d'humidité. Et il est partout et tout le temps. Depuis sa naissance, l'humain fut toujours vulnérable aux maladies. Et bien que la médecine ait considérablement évolué depuis l'Antiquité, elle est parfois totalement impuissante. En ce début de XXe siècle, le froid, l'humidité, les conditions insalubres dans les tranchées étaient un terrain idéal pour les infections. Les poux se propageaient à une vitesse folle, emmenant avec eux le typhus, qui fit encore plus de ravages que les obus dans les rangs des soldats. Les rats pullulaient, se nourrissant des cadavres et des rations des soldats. Ils devinrent aussi gros que des chats et venaient régulièrement mordre les soldats dans leur sommeil. Et il ne faut pas non plus oublier que les tranchées fut le terrain de jeu parfait pour l'une des épidémies les plus meurtrières de l'histoire. Déjà affaibli par les combats, le manque de nourriture et de privation, le système immunitaire des soldats fut balayé par la grippe espagnole de 1918, tuant à elle seule plus de soldats que n'importe quelle armée. Cela fait 1 an que les conflits en Europe ont débuté. Une année de massacres, de sang et de souffrance. Les obus et les balles fauchent la jeunesse et les maladies finissent d'emporter les survivants. Pourtant, en ce 22 avril 1915, les forces allemandes vont faire rentrer la guerre dans une toute nouvelle dimension. Ils vont, et ce pendant 3 heures, tirer plus de 150 tonnes de gaz chloré hautement mortel contre 2 divisions coloniales françaises à Ypres, en Belgique. Bienvenue dans la guerre chimique. Ce monde est un monde où la moindre respiration du gaz provoque une irritation des yeux, des voies respiratoires des poumons, et où une exposition trop importante à cet ennemi quasi invisible peut entraîner une suffocation, puis la mort. Et quand l'humain invente une horreur pour tuer d'autres humains, cette horreur, elle est sans cesse améliorée. Et c'est comme cela que l'on retrouve tout au long du conflit d'autres armes chimiques. Certaines furent développées par les Alliés, comme le gaz phosphène ou le tristement célèbre gaz moutarde. Mais en parallèle de l'amélioration des gaz, les moyens de dispersion furent eux aussi améliorés, passant de simples cylindres dispersant le gaz au gré du vent à des obus chimiques permettant un ciblage précis des cibles, et même des grenades à main gazéifiées. Aussi complexes et ingénieuses qu'elles étaient, les tranchées ne pouvaient protéger les soldats du gaz. La seule solution efficace fut la création et l'utilisation des masques à gaz. Au total, ce fut 100 000 tonnes d'armes chimiques qui furent utilisées pendant la Première Guerre mondiale, intoxiquant près de 1,3 million de personnes et en tuant 90 000. L'usage des armes chimiques illustre l'horreur des guerres modernes et leur interdiction en 1925 témoigne des efforts pour limiter les souffrances aussi bien physiques que psychologiques qu'ils causent. Les soldats n'étaient pas dans les tranchées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils restaient en moyenne 1 semaine en première ligne avant d'être remplacés et renvoyés à l'arrière, pour servir d'unité de réserve et se reposer en écrivant à leur famille ou en jouant aux cartes pour tromper l'ennui. Ce processus de roulement limitait le temps qu'un soldat passait dans l'enfer des tranchées. Les rotations étaient organisées pour limiter le plus possible le stress et la fatigue des combats. Bon, quand je disais de se reposer, j'exagère peut-être un peu. Quand les soldats n'étaient pas en première ligne, ils étaient généralement réquisitionnés pour construire et réparer les tranchées. Mais il est vrai que certains profitaient de leur temps loin des combats pour prendre du bon temps. En 1918, près d'1 million de soldats français avaient contracté des IST. Vivre en première ligne, ça signifiait être constamment exposé à la mort,
au stress, à la fatigue et à une peur permanente. La peur des obus, des maladies, des attaques particulièrement violentes à la baïonnette des ennemis d'en face. Bref, à une violence inhumaine qui ne peut laisser personne sans séquelles psychologiques. Le climat de stress permanent de cette guerre conduisit à des états d'anxiété extrême et à d'importantes crises de panique. Ce qui fut appelé par les responsables militaires le mal des obus, nous le connaissons de nos jours sous le nom de stress post-traumatique. Et nous savons à quel point il peut être destructeur. Les malheureux soldats qui en souffrirent, montrant des spasmes ou des crises de panique incontrôlables, furent envoyés dans des maisons de convalescence. Pour l'anecdote, le terme choc traumatique fut inventé pendant la Première Guerre mondiale. Myers treated a private who had been trapped in barbed wire in no man's land. The soldier was untouched, but ever since the explosions, he had been partially blind. Myers was intrigued. He could find no physical cause for the man's condition. Mais une sombre vérité se cachait derrière ce mal. Certains soldats qui souffraient de ce trouble furent jugés puis exécutés pour acte de lâcheté et désertion. C'est ainsi qu'on trouve la trace de 300 soldats qui furent exécutés pour désertion, 18 pour lâcheté, 10 pour avoir quitté leur poste sans autorisation et 5 pour avoir désobéi à un ordre direct. Tout cela parce que personne ne savait comment gérer le stress post-traumatique et comment aider ces hommes. S'il y a bien une question que tout le monde a déjà posée, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et c'est normal, la nourriture est un carburant essentiel à notre survie, que ce soit pour pratiquer une activité physique ou tout simplement être capable de se lever. Et ce manque de nourriture, on le voit bien dans des émissions comme Koh-Lanta, où les candidats sont poussés dans le retranchement avec très peu d'eau et de nourriture. Et dans un contexte de guerre, la nourriture est d'autant plus importante pour les soldats. Bon, je vais être direct, la nourriture de la Première Guerre mondiale était tout simplement horrible. Les rations, souvent minimes, étaient composées de petites portions de bœuf bouilli, de bacon, de légumes et de pain souvent rassis depuis une semaine. Mais des hivers comme celui de 1917 transforma les rations en une simple soupe de pois à la viande de cheval, laissant des soldats affamés des fois se battre pour un vulgaire morceau de pain rassis. Même si des millions de personnes ont péri et qu'une nouvelle bataille semblait se dérouler chaque jour, la vie du soldat dans les tranchées se résumait souvent à rester assis en tremblant en attendant la prochaine salve de tir ennemi ou bien d'aller chercher les cadavres de ses amis tombés au combat. Pourtant, entouré d'ennemis, l'ennui ne devrait pas exister. Et pourtant, l'ennui était l'état le plus courant. Et ça, le commandement militaire le savait et le redoutait. Il craignait que les soldats désœuvrés et désorganisés ne se fassent surprendre par une attaque. Ils les ont alors encouragés à faire preuve de créativité pour remonter le moral des troupes. L'un des objets les plus mémorables issus de ce besoin pour s'occuper l'esprit au milieu des balles fut la production d'un magazine de tranchées. Imprimé par les Britanniques, le Wartime fut l'un de ces magazines, conçus par les soldats pour les soldats. Trouvant une vieille presse à imprimer à Ypres, en Belgique, les soldats publièrent et transmirent leur propre magazine. Ce magazine n'avait pas pour vocation de parler des événements marquants de la guerre, il était rempli de poèmes, d'essais, de blagues et de parodies sur cette horrible guerre qu'ils étaient en train de mener. Le ton se voulait sombre, humoristique et parfois touchant, comme un croisement entre un grand quotidien et un simple journal de lycée. La vie dans les tranchées de la Première Guerre mondiale n'était pas seulement un combat contre l'ennemi, mais un combat quotidien pour la survie. La boue, la faim, le froid et la peur étaient leurs compagnons constants. Chaque instant pouvait être le dernier. Pourtant, ces hommes ont enduré l'inimaginable, affrontant la mort avec un courage inébranlable. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié, car derrière chaque nom gravé sur les monuments aux morts, il y avait un soldat, un frère, un fils, un être humain qui a tout donné. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a touché, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain récit.